Notre invité est en studio avec nous. Il a quand même un parcours de vie fort intéressant. J'espère qu'on va parler de politique en bout de ligne, là, mais quand même. Né à Trois-Rivières en 77, il est marié, père de 3 enfants. Il a fait des études en Suède, également à Londres, à Montréal, bien sûr, ici au Québec. Et aujourd'hui, il est le chef du Parti québécois, au niveau provincial. Bien sûr, Paul Saint-Pierre Plamondon est en studio avec nous autres. Monsieur Plamondon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui. C'est tout un parcours de vie pareil. Je lisais ça hier, puis vous avez fait des études. Qu'est-ce qui vous a amené à aller étudier à l'extérieur? C'est quand même pas fréquent qu'on voit ça. Moi, toute ma vingtaine, si j'avais pu visiter tous les pays, puis apprendre toutes les langues, parce que j'ai aussi étudié au Danemark, j'ai travaillé en Bolivie. Vous étiez très ouvert à ça. Ma blonde se plaint que j'y sors souvent des anecdotes qu'elle ne connaît pas encore après 15 ans de cette période-là. Tu sais, j'étais agent de bord pour Air Canada. J'étais chanteur de chorale dans une chorale gospel en tournée à travers le Danemark. J'ai joué des games de hockey pour l'Université d'Oxford en France. Écoute, j'en ai plein des affaires à coucher dehors. Là. C'est ça l'expression québécoise. Tout simplement parce que je pense que je suis un gars qui, naturellement, puis je regarde mes enfants... ils se développent un peu de la même manière, là. Juste passionné, puis fasciné par tout ce qu'il y a sur une planète. Tu sais, la vie passe vite, puis même à vingtaine, c'était d'essayer de tout comprendre, de tout... de tout essayer. Oui, j'étais vraiment dans cette... et donc, c'est ça qui est drôle. J'étais pas au Québec, moi, dans ma jeunesse. OK. Et plus j'étais loin du Québec, plus quand je venais au Québec, je me disais, mais on a quand même quelque chose d'unique. Et je pense que c'est un peu le fondement de ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de voyager puis de voir des peuples normaux être dans leur pays, là, tu fêtes la fête de quelqu'un au Danemark, ben il y a des drapeaux du Danemark sur le gâteau, puis il y a une chanson de fête qui est unique au Danemark, que je peux encore chanter en danois aujourd'hui. Mais c'est drôle parce que vous revenez de ces, mettons, avec toutes ces expériences-là, puis vous vous dites, hey, au Québec, je reviens, puis... Je reconnais le Québec, c'est unique. Moi, je voyage quand même beaucoup, là. Ouais. Puis quand je reviens, j'ai hey, pourquoi on n'a pas pensé à ce que j'ai vu en Suède comme façon de faire? Des fois, ça peut être une façon de faire très, très simple. Ça peut être une petite façon commerciale, par exemple. Ça peut être aussi une façon du transport en commun. Des fois, il faut... Donc, je reviens avec plein d'idées que j'aimerais apporter ici. Ouais. Vous avez plus perçu comme... l'identité du Québec qui devrait être aussi distincte que la Suède, le Danemark et c'est... puis les deux vont ensemble. Parce qu'une nation qui s'accomplit puis devient normale puis se pose plus la question de est-ce que je vais un jour décider par moi-même ou est-ce que je demeure dans un régime d'origine coloniale mais qui décide à ma place, tant que t'es pris là-dedans, t'es comme en crise d'adolescence. T'es pas capable d'être adulte comme ces pays-là. Et on a le potentiel d'être adulte, c'est juste qu'à un moment donné, on tourne en rond. On a essayé le non à plusieurs reprises, puis ça amène des gouvernements qui sont pas dans le changement, l'innovation, la confiance en soi. La prochaine élection, là, elle va être comme toutes les autres. Tu vas avoir des partis du statu quo qui vont faire peur sur le PQ, puis qui vont promettre du changement sans aucun changement. Mais il n'y a aucune différence avec mais vous aussi, l'élection de pas de 2018. changement. Le monde, il dit il n'y aura pas de changement. Même si c'est le PQ qui est élu, vous allez essayer de proposer un changement, mais ça n'arrivera pas. Ben oui, il y a ça pas n'arrivera plus. pas. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus de preuves qu'il y a 71 % du monde qui n'en veulent pas de votre proposition de séparation, mais qui sont prêts à vous donner une chance pour avoir un gouvernement différent de ce qu'on a? Je vais aller sur cette question-là, mais je vais OK. juste fermer, là. Oui. Les pays qui ne sont plus dans ce que François Legault nous a démontré pendant 8 ans, là, se plaignent de Justin Trudeau, on n'a pas nos transferts en santé, il nous impose une immigration qui n'a pas de bon sens, ça cause une crise du logement, on a un recul du français parce que le fédéral ne collabore pas, on n'a pas de collaboration en culture. Ça, là, c'est la réponse à pourquoi des pays qui sont des pays normaux, là, ont plus de temps pour de l'innovation puis pour des solutions. Puis à chaque fois, on est devant un dilemme que Pauline Marois a vécu, là, ce que vous venez de dire. Là, on change de sujet, puis j'arrive à votre sujet sur le référendum. Regardez les élections qui ont permis l'arrivée au pouvoir de Jean Charest, puis regardez l'élection qui a permis l'arrivée au pouvoir de Philippe Couillard. C'est exactement ça. C'est au lieu de débattre de est-ce qu'on a un avenir linguistique dans le Canada, est-ce qu'on est d'accord avec le fait que le Canada nous impose une immigration incontrôlée, est-ce qu'on est d'accord avec ça comme avenir
pour nos enfants, on s'est mis à débattre strictement de... Le sondage nous dit que c'est pas le temps d'avoir un référendum. Donc là, on réfléchit plus à ce qui s'est passé sous Legault. On réfléchit plus à ce qu'on veut comme avenir. Puis on se met à tomber dans une peur du référendum qui est quand même largement irrationnelle. Et donc, tu te ramasses avec une élection à chaque fois entre les forces du statu quo qui font une campagne de peur en disant « c'est épouvantable un référendum, là, c'est la pire chose que vous avez vue de votre vie, se rendre aux urnes, ça c'est dangereux. Oui. » Puis tu as l'autre gang, qui est la mienne, qui va dire « nous, c'est pas le référendum qu'on vise. On vise qu'on devienne un pays normal qui gère ses affaires, qui est plus pris dans un recul du français, dans l'asphyxie fiscale, parce que la moitié de nos impôts vont à Ottawa, ça a comme impact qu'on n'est plus capable de financer nos services à la population. On veut plus être pris là-dedans, puis on veut pas donner ça à nos enfants. Donc, oui, mais je dois être un mauvais père, là, parce que moi, j'élève pas mes enfants comme ça. Moi, là, tu sais, j'ai des grands flancs mous, puis là, ils ont des blondes, puis là, il y en a un qui commence à regarder pour une maison. Puis j'ai dit, mais là, commencez à stabiliser vos emplois, stabiliser vos revenus, puis quand, là, tout sera assez stable, on aura bâti un petit quelque chose, ben là, on va regarder puis on va acheter une maison. Donc, si là, ton enfant... là, vous aimeriez qu'on rêve en couleur en se créant un pays, mais en n'ayant pas les... On n'a pas les moyens. Vous êtes très conscient qu'on n'a pas du tout les moyens. Non, mais c'est pas sérieux, là. Non? Moi, je suis très sérieux. C'est ça, mais je vais vous répondre sérieusement, mais avec un peu de retour à la réalité. Là. Il y a 8 études qui démontrent qu'on serait le pays le plus riche à jamais avoir vu le monde dans l'histoire des créations de pays. Dire qu'on n'a pas les moyens... Basé sur quoi? J'essaie de comprendre. Basé sur l'étude de nos revenus, de nos finances. Ça s'appelle les finances d'un Québec indépendant. C'est certifié par 6 économistes. Là. La condition que vous posez, c'est qu'il faudrait continuer à être parfait dans tout, avec la moitié de nos impôts pendant qu'on envoie... Non, mais c'est ça. Vous dites, tant qu'on ne sera pas parfait en santé, en éducation, puis que tout ne sera pas sécure, on ne peut pas décider par nous-mêmes puis rapatrier la moitié de nos impôts qui nous manquent. Mais vous comprenez que ça n'arrive pas ni sous Legault, ni sous Couillard, ni sous tous les autres, parce que tu essaies de solutionner tous les problèmes avec la moitié de tes impôts, essentiellement. L'autre moitié étant fortement gaspillée à Ottawa. Donc, c'est une condition impossible. Mais pour revenir à vos enfants, puis aux miens, moi, j'ai jamais dit à mes enfants, si tu rêves de quelque chose dans lequel tu crois, ou si quelque chose doit être fait, que ce soit à l'école ou pour ta santé, fais-le pas au cas que t'échoues. Non, mais attention. Mon fils, il va avoir toute une carrière de hockey. Mon fils, il a 5 ans. Là. Il joue, je vais le voir le dimanche. Ben oui. Il va aller loin dans la vie si j'ai dit, embarque pas sa patinoire d'un coup que tu perdes. Non, mais je dis pas ça, mais... Tu vas où dans la vie après ça? On parle de fonder un pays, c'est différent. Comme les 6 études dont vous parlez. C'est pas différent. C'est la base. Les 6 études que vous parlez, là, ils datent d'avant que Trump mette un blocus économique avec le Canada. C'est clairement ça. C'est pas récent. Et ça vient ébranler un peu l'économie du Québec, non? Vous parlez de notre richesse qui serait... On serait le pays le plus riche. Ça l'ébranle pas. Je trouve ça un peu exagéré, là, mais... Non, c'est un fait. Okay. C'est un fait de toute l'histoire. Regarde la Slovaquie, qui est un des pays les plus récents. PIB per capita, le pays le plus riche à jamais avoir vu le jour. Finances publiques, léger avantage si on est un pays. Tarifs de Trump, mais premièrement, rappelons l'hystérie il y a 1 an quand les tarifs ont commencé. Là, je veux dire, justement, là, c'était elbows up, Mark Carney, puis tout le kit. Puis finalement, la répercussion sur notre économie en date d'aujourd'hui n'a pas été majeure. Mais s'il y a une escalade largement entraîné par le Canada. Là, quand on va en Chine, on fait des choses, moi je pense qu'on se tire dans le pied. Mais si jamais il y a une escalade, qu'on soit dans le Canada ou dans le Québec, les impacts économiques sont exactement les mêmes. Là. Je veux dire, le fait de décider par nous-mêmes, ça fait juste en sorte que notre réponse est en fonction de nos intérêts, pas ceux de l'Ontario et de l'Alberta. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on a devant nous une élection quand même intéressante parce que Legault et Couillard ont démontré que si tu essaies de te débrouiller avec la pression démographique que le Canada nous impose, mais le vieillissement de la population également, si tu essaies de te débrouiller avec la moitié de tes impôts, là, ben, tu fais des déficits de plus en plus monstrueux, puis tu n'arrives pas non plus à... Avec la totalité de nos impôts, mais toute la totalité de nos dépenses, c'est ça. On serait dans une meilleure situation financière. Légèrement meilleure. Non, mais c'est super facile à comprendre. Tu as un gouvernement de trop qui dédouble tout ce qu'on fait. Fait que ça fait une somme de fonctions publiques puis de gaspillage qui est ridicule. Puis ça, c'est sans compter tous les projets qui ne débloquent pas parce que tu as 3 paliers de gouvernement qui sont pas d'accord. Alors, regardez tous les projets à Québec. C'est toujours la même affaire. C'est la ville veut ça,
Le gouvernement du Québec veut d'autres choses, puis le fédéral n'est pas d'accord. Puis là, ça traîne. Puis ça dure pendant 15 ans. Donc, évidemment que si tu enlèves un gouvernement de trop, puis que tu fais la plus grande opération de nettoyage du gaspillage de l'histoire, évidemment qu'on va avoir plus de sommes, soit pour des baisses d'impôts, ou soit pour des services améliorés, probablement moitié-moitié entre les deux. Fait que donc, c'est sûr. Une dernière petite chose, Nicolas, là, je te passe la... Donc, je comprends pas. Puis 71 % des Québécois qui disent qu'ils veulent pas de référendum ou qui veulent pas de séparation du Québec, c'est qu'ils comprennent pas votre message, ils comprennent pas votre analyse. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas. Moi, je pense qu'ils comprennent. Non, ils disent qu'ils en veulent pas. Quand tu passes... Ben oui, mais à ce compte-là, il faut que la CAQ arrête de faire campagne, les libéraux aussi. Là. Je veux dire, combien de pourcentage de gens, dans le dernier sondage que vous invoquez, veulent pas de la CAQ? 87? Oui. 87, bon, il faut que la CAQ ferme. Ben oui, mais c'est ça. Ensuite, on va fermer le Parti... Non, mais on va fermer le Parti libéral aussi. On va tout fermer, dans le sens... La démocratie, c'est de dire aux gens ce que tu penses qu'on doit faire dans l'intérêt de tout le monde. Puis il y a toujours un pourcentage qui est contre, qui est pour, puis cette affaire-là, ça bouge. OK, nous, il faut vous écouter, mais vous écoutez pas la population. Non, c'est pas ça que vous avez dit? Non. Moi, je propose quelque chose, puis la population décide. La population dispose. Mais vous me demandez de faire exactement ce qu'on a reproché à la CAQ pendant 8 ans. Prendre le sondage du jour, puis gouverner en fonction du sondage avec aucune réflexion, aucune vision, aucun diagnostic. Regardez où est-ce que ça nous a menés. Donc, ne me demandez pas de commencer à mentir sur l'essentiel, commencer à zigzaguer alors qu'on n'a aucun avenir linguistique puis aucun avenir financier si on demeure dans le Canada. C'est évident pour quiconque se penche sur notre situation. Je ne commencerai pas à dire quelque chose de pas vrai. Je le sais que Charles Milliard et Christine Fréchette vont le faire. Puis je le sais que la prochaine campagne, ça va être eux qui essaient de faire peur. Le PQ, c'est épouvantable, un référendum. Moi, j'ai une discussion juste avec vous. Là. Ben c'est ça. Moi, je vais écouter votre projet à vous, écouter votre façon de réfléchir pour me faire une tête. Moi, les autres, je pense pas aux autres. Respectueusement, c'est un peu hostile. Pourquoi? Parce que c'est pas que on discute entre vous et moi de ce que ça serait quoi l'avenir du Québec qu'on souhaite. Vous me dites que j'écoute pas parce que vous avez un sondage ce matin qui dit qu'il y a plus de gens qui veulent pas de référendum que de gens qui sont de référendum. Mais je dis que moi, j'en veux pas, mettons. Mais c'est parce que, suivant cette logique-là, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a plus de politique. Parce qu'il n'y a pas un seul parti qui peut venir à votre micro, il n'y a pas un seul chef qui peut venir dire 100% de la population est d'accord avec moi, donc c'est seulement dans ces conditions-là que je peux expliquer ce que je pense qu'on doit faire. Moi, je suis convaincu que le seul avenir pour que le Québec demeure ce qu'il est, puis prospère, pour revenir à votre exemple sur les pays scandinaves, c'est qu'on sorte du Canada au plus sacrant. Ensuite, si les gens voient des bombes tomber à LCN puis à RDI à temps plein pendant la fin de semaine, ça se peut que ça leur enlève le goût de devenir un pays. De changement. C'est pas tant le pays, parce qu'il n'y a aucun rapport entre vous et moi. Ouais. C'est quoi le rapport entre un bombardement en Iran puis un référendum au Québec dans 3 ans à peu près? Dans 2-3 ans, il n'y en a pas de rapport. Ben, c'est notre capacité. Il y en a un peu, là, parce que c'est que si ça vient qu'à déménager ici, on n'est pas sûr d'être en mesure de se protéger nous-mêmes si on est indépendant du Canada. Est-ce que vraiment le Canada va vous protéger? Ben, non, attends, il y a une armée au Canada, en tout cas, en partant. Là. Si les États-Unis décident de débarquer ou qu'une armée comme l'Iran ou n'importe quelle armée majeure décide, pensez-vous vraiment que le Canada va nous défendre avec succès? 15 minutes. 15 minutes. Merci de l'honnêteté. Ben, Okay, j'essaie de répondre honnêtement. Normalement, c'est moi qui pose des questions, mais dans quel cas, moi, je vous réponds. Arrêtons de focusser sur des peurs qui sont très, très, très invraisemblables. Là, ce qui se passe en Iran, est-ce que ça va débarquer au Québec? Le prix de l'essence va monter, là, mais bon. Est-ce que les États-Unis vont nous envahir? Non. Ça, c'est très invraisemblable. Par contre, est-ce que... Mais être invraisemblable, c'est pas non. C'est très invraisemblable. C'est ça. Mais on peut plus dire, à cause du gars qui est là, on peut plus dire qu'il y a 0 chance que ça. Oui, mais on peut dire qu'à 100% des chances, le Canada, il changera rien si jamais ça a lieu. Effectivement. Bon, ben arrêtons de dire qu'on peut pas tenir une consultation des gens sur le fait de devenir un pays parce que le Canada nous protège de quelque chose d'invraisemblable. Mais ça marche pas, là. Monsieur Paul, entre le rêve d'un pays, puis je dirais la nécessité plus que le rêve. Là. Oui, bien sûr, de votre point de vue. Parlons de concret, parce que les gens à qui vous parlez actuellement, puis vous allez me dire, c'est pas vous qui êtes au pouvoir, je comprends, mais voilà ce que la structure actuelle du Québec donne. Ça donne de la
SAQ désastreuse. Ça donne qu'à chaque fois qu'on a un contrat informatique à donner à quelqu'un, on ne peut pas le faire en interne, on est obligé d'aller ailleurs, puis c'est des catastrophes, ça aussi. Ouais. On paye plus d'impôts que n'importe qui en Amérique du Nord. Puis ça, c'est avec de la péréquation. Qu'est-ce qui va arriver si on n'a plus de péréquation? Puis moi, la question que je veux vous poser, vous, précisément, puis parlons de concret, c'est quel lien on va devoir garder avec le Canada, puis combien ça va coûter? OK. Parce qu'on ne pourra pas complètement être... je veux dire, la province dérivera pas dans l'océan. Là. On va être lié au Canada. Sur la péréquation, quand tu prends tous les facteurs, dont les investissements directs au Québec, puis quand tu prends le coût des dédoublements, d'avoir des gouvernements qui font la même chose, à la fin, ce que je vous dis, puis ça a été étudié 6 fois, ça a été révisé par des économistes, c'est à peu près la même chose d'être un pays ou d'être dans le Canada. C'est légèrement avantageux, selon les calculs existants, qu'on va remettre à jour une fois qu'on aura les moyens d'aller dans le détail. Mais sur la question de qu'est-ce qui va arriver après, vous avez raison de dire que moi, quand je me rends en Alberta ou quand j'échange avec des homologues de d'autres provinces, les chances que, suivant l'indépendance du Québec, il n'y ait rien en commun avec le reste du Canada sont presque nulles. Pour revenir à ce que vous disiez tantôt, il y a des chances, là, mais ils sont de 0, quelque chose. Ce qui va arriver le lendemain, ça se peut que l'Alberta nous devance, puis fasse son pays avant nous autres, parce qu'ils ont pas mal moins peur, sont pas mal plus cow-boys, et c'est le cas de le dire. Là. Ils ont littéralement des chapeaux de cow-boys, mais ils sont plus riches. Ben, ils sont plus riches. C'est vrai qu'ils sont assis sur du pétrole, mais ils sont également... ils n'ont pas l'historique des référendums. C'est un autre environnement complètement, mais peu importe qui arrivera à mettre fin à de l'abus de pouvoir. Là. Parce que c'est ça, là, c'est que le fédéral, c'est une poignée de personnes qui prennent la moitié de nos impôts puis qui font des scandales pires que ça clique. Là. D'ailleurs, il y en a un qui a coûté 6 milliards là, récemment. Ça, on en parle à peine au Québec comme si c'était pas notre argent, mais c'est notre argent aussi. Ce qui va arriver, c'est que les provinces vont se rencontrer puis ils vont dire, bien, maintenant qu'on n'a plus le fédéral pour essayer de garder le pouvoir, nous, on s'entend sur quoi? Dans le respect de nos parlements. Et forcément, tu vas avoir des ententes de commerce probablement plus efficaces qu'en ce moment. Tu vas probablement avoir des ententes sur le transport, sur l'armée, sur plein de choses, mais dans le consentement libre de tout le monde et sans envoyer tes impôts à Ottawa. C'est-à-dire que le mode de financement de ça, ce ne sera pas un bar ouvert dans notre poche, mais ça va être, on paye pour le service qu'on obtient, puis on le fait en proportion de la population de chacun qui participe. Probablement que ça s'en va vers ça. Probablement que ça s'en va quand, dans mes échanges, là, il y a un intérêt pour maintenir ce lien-là, qui est historique, mais il serait sans l'abus de pouvoir d'un gouvernement fédéral qui gaspille et qui nous impose des politiques qu'on veut pas et qui sont assez toxiques des fois sur le plan linguistique. Mais pourquoi laïcité. Lucien Bouchard dit qu'il n'en veut pas, lui, de référendum? Pourtant, il a été un grand défenseur. Je pense que c'est quelqu'un que la population a beaucoup apprécié. On remarque sa réflexion qui est toujours très posée, très intelligente. Pourquoi lui, il dit c'est pas le temps puis on n'en veut pas de référendum? Ça lui appartient. De la même manière qu'il y en a d'autres qui disent faut y aller. Ouais, mais lui, il a de l'expérience, il a du vécu, il le voulait, il regarde ça avec un certain recul. Il a été dans la machine des deux côtés du pouvoir. Pourquoi? Donc, je veux dire, on ne peut pas juste dire c'est son opinion, puis que il y a une réflexion derrière ça. Ben, la réflexion, c'est qu'il ne faudrait pas perdre. Mais moi, ma réflexion, c'est que le déclin est en cours, puis il est évident. Donc, ne rien faire, c'est décliner et perdre. À quel moment vous avez, à quel moment de votre vie, vous avez dit, il faut que le Québec soit un pays? Quand vous revenez de votre tournée mondiale, à quel moment vous dites, hey, je m'en vais, le Parti québécois, ça me parle, la séparation du Québec, ça me parle. Ça arrive quand, ça, dans votre vie? Ça arrive quand je reviens de pays, j'allais dire normaux, tu sais, des pays qui décident par eux-mêmes, des peuples qui sont bien chez eux, ils ont leur drapeau. Quand arrivent les Olympiques, ben, ils ont leur propre équipe. Puis il n'y a pas de cette tension-là de dire on encourage une équipe nationale dans laquelle il n'y a pas de Québécois, mais en même temps, est-ce qu'on est Canadien? Ils n'ont pas ça. Là. Eux, c'est naturel. Ça participait à ça, mais j'étais pas aussi convaincu et pressé. Si vous fouillez, là, il y a 10 ans... mais est-ce que vous aviez l'idée de la politique? J'étais d'accord. Ça a été fait sur un coup de tête. La politique? Ben oui, Pierre-Carl Pellado démissionne, puis j'ai juste décidé de me lancer à la course à la chefferie du PQ alors que j'avais pas de carte de membre.
Puis là, vous aviez une job. Vous étiez dans un bureau d'avocat? Oui, à ce c'est moment-là? parce que je venais de vendre mes parts dans un... J'étais vice-président et actionnaire d'un cabinet d'avocats. Je venais juste de vendre. Puis je me disais, moi, ça me tente. C'est le PQ qui me ressemble le plus. Je suis pas d'accord avec tout, mais je saute. Et j'étais à 1% dans les sondages quand j'ai commencé ma course. Puis tout le monde riait de moi. Tout le monde disait que j'allais pas réussir. Puis que Donc, c'est la politique impossible. avant ça, vous n'étiez pas membre, vous n'étiez pas, J'étais pas membre. actif. J'avais jamais été membre du Parti québécois. Mais vous rêviez à un pays pareil? J'étais d'accord avec l'idée, mais pas autant motivé Pas qu'en autant ce moment. convaincu qu'aujourd'hui. Non, ce qui m'a motivé, c'est quand, sous l'ère Trudeau, Justin, mais en lien avec ce que Pierre Elliott Trudeau a fait à l'autre génération, quand tu vois un régime prendre tes impôts puis travailler activement contre toi, activement contre les intérêts du Québec, à plein de niveaux, puis mentir à pleine pelle, puis être dans un niveau de gaspillage innommable. Tu sais, la taille de la fonction publique canadienne a augmenté de 50 % sous Justin Trudeau pendant que les quelques services reculaient de l'avis du directeur du budget du fédéral. Quand tu es devant ça trop souvent, parce que moi, ma job, c'est d'avoir le nez directement devant ce genre de problème-là, là, il y a un moment donné, tu te dis, c'est soit on réussit à sortir, ou soit ce régime-là va complètement nous invalider. Je comprends. Et c'est ça, le vrai défi, revenons à notre discussion animée de tantôt. Le vrai défi, c'est que les gens ont des problèmes réels et très terre-à-terre. Donc, le loyer puis l'hypothèque est vraiment plus achetable. À l'épicerie, même chose. Les loisirs, c'est épouvantable. Ouais. Il n'y a plus rien d'achetable. Les gens perdent confiance aussi en notre différence linguistique en se disant, ben là, avec la mondialisation puis une immigration bien au-delà de notre capacité à franciser, on le voit bien, là, tu vas à Montréal puis tu constates que c'est pas le Montréal d'il y a 30 ans puis que la spécificité québécoise, qu'elle soit linguistique ou culturelle, est en train de... Et les gens veulent, en campagne électorale, une solution à ça. Ils sont comme, donne-moi une solution... j'allais dire magique, entre guillemets, là. Mais donne-moi quelque chose qui, par magie, puis il y aura toujours un politicien pour faire comme François Legault en 2018, puis dire, pour tous les problèmes, moi, là, c'est un médecin en 30 minutes, puis c'est tout ce que tu veux, là, des maternelles 4 ans, un 3e lien, en veux-tu, en v'là. L'aide en français à l'immigration. Tout. Puis ce sera toujours, il y aura toujours une offre d'un parti ou de certains partis qui offrent quelque chose qui est trop beau pour être vrai, tout en disant aux gens, pas de changement sur le fond. On va s'occuper des vraies affaires, disait Philippe Couillard. On va s'occuper... Donc, surtout vous pas... revenez à lui tout le temps. Ça fait... La moitié du monde ne se souvient même plus de ce qu'il a fait. Puis... C'est parce que c'est la même chose que François Legault. C'est de dire, tu peux te garder la tête dans le sable sur ce qui fait qu'on est dans le trouble puis qu'on n'a pas de capacité à financer nos services puis que notre français recule. Tu peux promettre aux gens en disant, faites pas de changement pour vrai, mais je vais vous arranger ça par magie. Puis 4 ans plus tard, les gens sont toujours déçus. Ils finissent toujours en se disant « Ah, les maudits politiciens ». Mais à un moment donné, ce que je disais hier au discours d'assermentation de Marie-Caroline Laflamme, c'est « Nous, on dit la vérité sur l'essentiel et ça demande du courage. » Puis, à en juger de notre échange ce matin, c'est pas nécessairement un avantage sur le plan électoral. C'est un fardeau. C'est clair, parce que vous allez avoir une décision à prendre entre je deviens premier ministre ou je sépare le Québec, parce que les deux vont difficilement s'associer. Ou bien, vous avez dit quelque chose d'important tantôt, il y a quelques secondes, vous avez dit les gens sont déçus. Après 4 ans, ils ont parce que c'est pas vrai. Ça arrive pas, les promesses, évidemment, tout le monde le pas. sait. Moi, je pense, je me souviens, c'était un politicien, c'était à l'époque, Marc Bellemare, ministre de la Justice, qui m'avait dit, puis je le répète souvent, lui, comme politicien, il est sorti de là puis il était déçu terrible. Parce que lui, il embarquait là pour changer les choses. Il voulait changer des choses en justice, précisément. Vous voulez changer les choses au Québec. Puis j'ai l'impression que si vous allez être élu, dans 4 ans, vous allez dire, ça n'a pas marché. Non, ça va être l'inverse. À cause de la structure. Ça pas marchera nécessairement pas. à cause de vous. Non, c'est ça. Mais quand vous me demandez... Comment dire? Je pense qu'il y a une partie de l'entrevue où est-ce que vous me faites valoir un point que j'entends souvent. Si tu veux devenir premier ministre, change ton discours, même si tu ne le penses pas un seul instant. Oui, ça, mais c'est ça, vrai. c'est le début du problème. C'est le début du problème que vous décrivez. Je ne suis pas à vendre. That's it. Mais si moi, Je suis pas à vendre. Mais si je suis convaincu, puis après l'avoir retourné la crêpe là, de tous les côtés, qu'on n'a pas d'avenir si on demeure dans le Canada et qu'on doit absolument, d'une manière ou d'une autre, réussir à sortir de là, si c'est ça que je pense sincèrement, ça me tente pas c'est cool, de faire des campagnes où est-ce que je vais remplir les gens de fausseté pour qu'ensuite, 4 ans plus tard, ils disent « Ah, les politiciens sont comme ça », puis ils disent pas la vérité.
faut que les gens choisissent la vérité par-dessus le mensonge. Ils en ont l'intelligence. Vous changerez pas. Mais des fois, la file pour le mensonge confortable est plus longue que la file de la vérité inconfortable. Moi, je les écoute pas, mettons, les autres politiciens, là. Mais je suis bien au Canada, moi. Mettons, je veux rester dans le Canada, puis c'est pas parfait, mais j'ai pas envie de me séparer puis d'embarquer dans toutes sortes de problèmes. Mettons, je vous dis que je pense ça. J'ai peut-être pas de bonnes raisons de l'expliquer, mais je veux rester Canadien, moi. Ouais. Fait que vous me dites, vote pas pour le PQ. Parce que moi, je changerai pas d'idée. Ben, je changerai pas d'idée. OK, là, on tombe devant des personnes qui veulent se cantonner à une position. Moi, je dis, il y a des problèmes graves à rester dans le Canada, puis ils sont là. Donc, une fois qu'on les voit, la personne en question peut faire semblant que ça n'a pas lieu, puis se mettre la tête dans le sable, mais il ne faudra pas se surprendre quand que le français sera devenu minoritaire au Québec, puis quand on a des ratés sur le plan des services. Il reste qu'il y aura toujours un référendum pour décider. Ben ouais, c'était ça l'autre point. J'allais dire, il y en a qui vont finir... Parce que l'équipe... Un des avantages de ma démarche difficile, c'est qu'en disant les choses comme elles le sont, on attire beaucoup de talent. Parce que quand tu dis, si l'heure juste, c'est qu'il faut absolument réussir un pays, puis que c'est un grand moment quand même, c'est un moment d'une beauté historique incroyable si on réussit, t'attires des gens comme Pascal Paradis, comme Catherine Gentilcorps, comme Alex Boissonneau, Marie-Caroline Laflamme. Donc aussi, cette personne-là dont on parle fictive, elle va voir qu'on a une équipe ultra inspirante. Elle pourra, peut-être, il y en a qui vont faire ça, c'est sûr, parce qu'on le voit dans les sondages, ils vont dire, je vais voter pour le Parti québécois parce que cette équipe-là m'inspire énormément confiance, mais je me réserve le droit de prendre ma décision dans l'urne advenant au moment du référendum. Et ça, c'est des choses que je contrôle pas. Là. Moi, je peux pas dire aux gens quoi faire ni quoi voter. Mais advenant un échec au référendum... Je fais juste dire ce que j'en pense, puis espérer qu'on prenne la bonne direction. Advenant l'échec au référendum... Vous faites quoi? Vous démissionnez ou vous continuez à gérer le Québec à travers le Canada? Bien, vous allez me trouver particulier, mais On le sait déjà, c'est correct. Comme vous dites, on vous aime de même. Tu sais, moi, j'ai passé les 2 premières années comme chef du Parti québécois à me faire dire à presque toutes les entrevues que le PQ allait mourir. Tout le temps. C'est vrai. Vous allez mourir. Comment vous vous sentez quand on va mourir? Quand vous allez mourir, le lendemain, vous allez faire quoi? On m'a dit ça tellement souvent. Moi, je pense que c'est notre destin de réussir ça. Je vois et je visualise seulement ça. À votre question, si jamais ça ne tourne pas au sens que moi, je le souhaite pour l'avenir du Québec, tu sais, moi, c'est pas que je veux l'indépendance tant que ça. Je travaille pour l'intérêt du Québec. Par conséquent, je veux l'indépendance du Québec. Mais le fond de mon affaire, là, c'est pas que... C'est les solutions. Vous, les solutions passent par l'indépendance. Ben, c'est-à-dire que... Ça, je trouve ça très intelligent. Si vous me dites, là, ça sera à démontrer que les solutions financières, toutes les solutions aux problèmes de tous les jours, des gens qui nous écoutent, passent par la séparation du Canada, bien démontré. Je pense que plus de monde qui y penserait puis qui prendrait le temps de l'analyser. C'est pour ça que j'ai fait un budget de l'an 1, c'est pour ça qu'on fait des sorties, mais en ce moment, je pense pas qu'on a rejoint des tonnes de personnes avec nos affaires. Crois pas, mais comprenez-vous que si vous faites le budget de l'an 1, pour les gens, c'est biaisé. Il faudrait que quelqu'un d'autre fasse le budget de l'an 1. C'est quand même, on est allé chercher 6 économistes d'universités différentes. Là. Je comprends. Ils n'ont pas de billets tant que ça. Ça a été fait 7 fois dans notre histoire, dont François Legault, comble de l'ironie. François Legault a fait le même exercice pour conclure qu'on a les moyens financiers. Puis même le Parti libéral a voté en Chambre sur le fait qu'un Québec indépendant a les moyens d'être un pays. Là. Mais tout ça pour dire que sur votre question, qu'est-ce que je fais dépendamment du résultat, j'ai jamais pensé comme ça. J'espère que je suis pas trop naïf de penser que la vérité va triompher du mensonge, parce que ça a été ça, là, les référendums, les campagnes de Jean Charest, Philippe Couillard. J'irai faire parce que c'est des moments qui, après, nous ont déçus, mais c'est parce que c'était fondé sur des mensonges puis des campagnes de peur. Et donc, moi, je suis là pour le Québec. Mes décisions seront toujours en fonction de l'intérêt des Québécoises et des Québécois. De la même manière que quand on parle du moment du référendum, j'ai dit à Chicoutimi, pensez pas que je vais organiser un référendum à un moment dangereux ou que je vais prendre un quelconque risque avec je suis là pour le Québec, donc on va juste se servir de notre tête. Mais c'est pas qu'une religion, c'est pas une religion. L'indépendance du Québec, c'est vraiment juste une conclusion pour des gens qui veulent améliorer la situation du Québec, sauf que c'est plus compliqué à expliquer
que des slogans courts comme « c'est pas le temps du référendum, instabilité, peur, Et instabilité, une promesse peur ». facile, on va baisser les impôts. Oui, tout va marcher par magie. Mais c'est, parce que, c'est pour ça que je vous parle de Couillard et de Legault. On vient de passer à travers de ça, puis il me semble que c'est limpide que Legault a échoué dans sa prétention que ça va bien aller. M. Saint-Pierre Plamondon, les gens se pensent plus que l'inverse sont crédibles. Il y a des gens qui pensent même que s'il envoie de l'argent à Lara Fabian, elle va leur parler, OK? Pourquoi depuis 30 ans? Puis ma question est tout à fait sincère parce que je fais partie de ces gens-là. Ouais. Les gens sont pas idiots. S'il y a quelque chose qui est proposé à leur avantage, généralement, ça va les intéresser. Pourquoi depuis 30 ans, ça oscille autour de 30, 29, 31, 32? Comment vous expliquez ça? J'allais vous dire qu'est-ce que les gens n'ont pas compris, mais pas nécessairement. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Qu'est-ce qui adhère pas, là? C'était comme ça sous Parizeau, c'était comme ça sous Lévesque. Si la question n'est pas confirmée, là, si les gens ne sont pas réellement devant le choix, ça a toujours oscillé autour de 30. Là. Même sous Parizeau, avant 95, qui pourtant s'est soldé par un ex-aequo à 50, là, c'était relativement bas parce que c'est une question hypothétique. Puis si on dit à n'importe où dans le monde un électeur, tu as le choix entre les bénéfices du changement mais sans faire le changement ou réellement faire un changement, c'est comme changer un animateur de radio. Le lendemain matin, les gens ne seront pas contents. Le changement... Non, mais dans un sondage, le changement... C'est pas être les parents. Le changement contre le statu quo dans n'importe quoi, là, des marques de yogourt, des animateurs de radio... C'est négatif. C'est changement 33, statu quo 66. Ça, c'est tout vrai. le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce qui est difficile... En couple, des fois. Pardon? En couple, des fois. Plus Ouais, c'est ça. Blonde, des fois. C'est ça. Mais je comprends très bien. Mais donc, il y a ça. Mais j'ai pas la prétention de tout contrôler. Je veux dire, Non, mais vous allez avoir à convaincre les mêmes personnes. Où est-ce que vous allez passer différemment pour réussir à convaincre ces gens-là? je pense que ce que le Canada nous réserve comme avenir est vraiment sombre. Mais les preuves sont moins théoriques qu'à l'époque de Jean Chrétien, où, supposons, où il y avait de la magouille, mais il n'y avait pas des gestes sur le plan migratoire, sur le plan du français, sur le plan des lubies idéologiques de gaspillage dans tous les sens. C'était pas aussi clair que c'est un régime toxique. Okay. Et ça, moi, je pense qu'on devrait avoir pas mal plus peur de ce que le Canada nous réserve comme avenir que ce que l'Iran peut faire au Québec. Tu sais, je veux dire, en toute le Canada peut être plus négatif pour le Québec que l'Iran. Je vous donne un exemple concret là, que vous allez voir bientôt. Les États-Unis vont demander des concessions au Canada dans le cadre d'échanges sur le libre-échange. Historiquement, ça arrive très souvent que c'est les intérêts du Québec qui passent à la trappe pendant qu'on protège les intérêts de l'Ontario et de l'Alberta. On va laisser aller le lait, on va laisser aller l'acier. Ça, c'est un vrai risque. C'est pas un risque de 0,01 %. C'est un vrai risque vraisemblable. Et ne pas être aux commandes, c'est drôle parce que c'est Carney qui a dit ça. Il dit, si t'es pas à table, t'es au menu. Il a dit ça à Davos, puis là, tout le monde applaudit. C'est extraordinaire, quel discours. Mais c'est exactement ça, mon argument pour que le Québec devienne un pays. Donc, il y a des cas devant nous qui devraient nous inquiéter davantage. Puis, je minimise pas, là, je l'ai concédé. C'est une drôle de période pour l'humanité. Là. Moi, j'ai pas le sentiment que les choses vont nécessairement dans la bonne direction en ce moment. Non, effectivement. Bon, on a tout ce feeling-là. Fait que, je le comprends que les gens devant ça, ils regardent des bombes tomber quelque part, puis tu leur dis, ça te tente-tu d'avoir un autre changement? Évidemment que les gens vont répondre. On parle d'Italie, nous autres, on a dit, c'est sécuritaire. C'est ça. En Italie. Mais c'est pas le fun. Non, c'est ça. Il y a toujours fun. un petit arrière-pensée qui reste. Mais vous me permettrez de garder le cap sur ce qui est de fondamental pour l'avenir du Québec, mis à part toutes sortes d'actualités mondiales qui, je le comprends, génèrent de l'inconfort. Moi-même, c'est ça que ça fait. Là. Donc, je le comprends. Mais je préfère donner la réponse juste qui nous donne un avenir linguistique et financier et culturel que de commencer à zigzaguer puis dire des choses en fonction de risques qui, honnêtement, sont pas très, très vraisemblables, même si
c'est une période, convenons-en, qui est bizarre. À quel moment de votre vie politique, là, après ça, je vois ça qu'on lâche un peu la politique, mais à quel moment de votre vie vous avez été le plus de votre entourage vous a le plus dit hey, fais pas ça, embarque pas. Tu sais, quand vous vous êtes présenté là, la première fois, vous aviez le vent d'en face. Tu sais, le PQ s'en allait dans le mur, vous l'avez dit, tout le monde pensait qu'il allait mourir. Tu sais, vous avez passé de justesse, pas vous, là, 25 000 voix d'avance, mais tu sais, ça s'en allait dans le mur. Votre entourage proche, là, ce qui vous dit, hey, va pas là. Mon père m'a dit ça tout le long. C'est vrai? Fais-le pas. Mais tu sais. Puis aujourd'hui, en même temps, mon père, c'était celui qui me prenait dans mes bras en 2022 quand je pensais que j'avais perdu puis que tout était fini. Puis tout d'un coup, il est arrivé un peu ce miracle-là. Parce que finalement, ils se sont mis à ouvrir des boîtes. Puis là, alors que j'étais donné perdant, je suis devenu gagnant en l'espace de 30 minutes. Mais j'étais tout seul avec mon père. Puis, à nouveau, c'est... Plein de gens m'ont dit que j'allais échouer, que j'avais détruit ma carrière. Tu sais, j'avais quand même une carrière avant la politique. Tu sais, j'avais des choses à apporter sur le plan professionnel. Mais j'ai toujours pensé que la vie vaut seulement la peine d'être vécue si on donne sa réponse. Puis pour ça, il faut se libérer de la peur. Il y aura toujours des gens, quand on entreprend, puis les gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, là, qui ont une business, le savent. Quand tu entreprends, beaucoup de gens vont essayer de te décourager. Puis si, par peur d'échouer, tu n'es pas capable de donner ta réponse pendant que tu es vivant, puis ça va vite, tu sais, les cowboys fringants disaient les étoiles filantes, on passe dans la vie, puis après on est mort, ça va très vite. Si pour cette courte période-là, tu n'es pas capable de dire vraiment ce que toi tu veux faire de ta vie, puis ce que toi t'en penses, ben c'est triste, parce que c'est une occasion ratée d'aller au bout de ce qu'on a comme destin ou comme potentiel. Fait que j'ai pas écouté mon entourage, puis j'ai décidé de donner ma réponse, puis ça vous explique le début de l'entrevue. C'est, moi, si la bonne réponse, ma réponse, c'est quelque chose, ben je pense que la vie vaut la peine d'être vécue lorsqu'on donne cette réponse-là. Comme peuple, même chose. Si comme Québécois, on a tellement peur d'échouer qu'on n'est pas capable de donner notre réponse, de juste dire on existe, puis on mérite notre propre pays. C'est pas la peur d'échouer comme... Mais il y en a un peu de ça quand même. Oui, mais ça reste pas aussi que... C'est pas la peur d'échouer, c'est la certitude qu'on va fesser le mur. Certains, tu sais, là, je parle pas nécessairement pour moi, mais c'est que en se séparant, on va se ramasser un petit peuple bien pauvre, bien limité dans nos déplacements, puis dans notre façon de prospérer. Mais dans quel univers parallèle ça aurait lieu? Moi, j'ai vécu au Danemark. C'est tout petit. Je veux dire, ils parlent danois. Personne parle danois. Moi, je parle danois, mais je veux dire, ils sont 6-7 millions. Là. C'est minuscule. Combien de pays sont minuscules par rapport au Québec en richesse? Parce que, tu sais, on a quand même tout le Nord avec des ressources. Mais des populations plus petites qui ont leur pays, il y en a des tonnes. Avez-vous pensé rester là? Non, mais ils se déplacent, là. Je veux dire, ils vivent, ils sont riches, ils sont plus riches que nous autres. C'est les gens les plus festifs que j'ai rencontrés quand ils sont venus au championnat du monde ici à Québec. Les Danois, ils étaient époustouflants. Ils vivent leur vie. Est-ce que vous avez songé rester là à un moment donné? Réponse. Avez-vous songé? Y a-t-il une place où vous êtes allé? J'ai pas assez proche. Ben oui, j'étais en amour avec une Norvégienne. Puis j'ai tenté de faire ma vie à Oslo. OK. Puis ça n'a pas fonctionné. Elle non plus, elle a essayé... Puis j'ai pensé faire ma vie en Europe parce que justement, j'ai vécu au Danemark, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu en Belgique, en Angleterre. Mais c'est l'amour ou l'appel du Québec qui fait que moi, ultimement, je veux travailler pour le Québec. Ça ne me tente pas de travailler pour d'autres nations qui ont pas mal moins de problèmes que nous. Nous, notre destin il est comme inachevé à mes yeux. Puis c'est pour le Québec que je veux travailler. Donc, ça m'a ramené dans une vie qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout. Non? Ben non, j'ai 3 enfants. Peu importe ce qui m'arrive en politique, là... Mais vous devez vous faire un petit peu... ma vie... ils vendent tout le temps. Tout le temps. Vous n'avez pas beaucoup de répit, là. Ah, c'est qui, je pense? C'est la semaine de relâche, là. C'est Bernard Drinville, à l'époque où il était chroniqueur à Cogeco, qui disait, ou c'était pas l'Arcan, qui disait que chef du Parti québécois, c'est la pire job au Québec. Puis il y a un peu de ça, parce que tu prônes un changement fondamental, puis les intérêts du régime fédéral, qui a quand même des tentacules dans les médias, dans les tribunaux, de partout, c'est d'empêcher ça. Donc, ton quotidien, je veux dire, c'est comme être dans le coin, un boxeur, puis là, ben, t'encaisses les coups, puis t'essaies de demeurer debout. Pauline Marois l'a vécu, Jean-François Lisée l'a vécu, Jacques Parizeau. Chacun de mes prédécesseurs ont vécu ça.
Mais à nouveau, je me plains pas parce que ça a du sens. Pendant ce temps-là, le Parti libéral, il surfe sur le Parti libéral. C'est la passe incroyable. Gratuite, ben oui, mais c'est parce que c'est ça. Mais c'est qui? C'est les anglophones. C'est qui le 30 qui vote libéral, là? Après toutes les magouilles. Ben, on parlait d'immigration importante imposée par le fédéral. C'est une réalité que les circonscriptions très, très fortement composées de Québécois issus de l'immigration changent pas de parti, peu importe la décennie. C'est comme si on était dans un régime soviétique, là. C'est libéral. Mais tu peux avoir l'UPAC aux portes du parti. Puis c'est le cas en ce moment, là. L'UPAC enquête. Puis il vote libéral. Si l'UPAC enquête, on parle de gestes criminels potentiels. Là. C'est pas rien, là. Libéral. Fait qu'on revient à ce que Parizeau disait. Ben, non, c'est-à-dire que le blâme fonctionne pas en politique. Tu as toujours le fardeau comme politicien de convaincre. Mais le modèle actuel d'imposition par le fédéral d'une immigration qui ne s'intégrera pas, parce que c'est un modèle... C'est pas l'immigration le problème. Moi, j'ai jamais fait de campagne contre l'immigration. J'ai toujours fait de campagne contre l'immigration incontrôlée qui mène à la non-intégration au Québec. Et ce que le fédéral nous impose, c'est la non-intégration. Et dans le cadre de cette non-intégration-là, il y a une peur du Québec et des Québécois qui est vendue par le fédéral et par le Parti libéral du Québec, historiquement, ils ne se sont jamais gênés. Et ça crée quoi? Ça crée de la division. Donc, le Canada s'est divisé pour mieux régner. L'offre du Parti québécois, c'est qu'on soit tous Québécois. Mais j'ai une grosse job devant moi, là, parce que la réalité que je viens de décrire, elle est indéniable. C'est que dans un modèle de non-intégration au Québec, il y a un vote automatique pour le Parti libéral à votre question d'où vient ce vote-là. Et chez les francophones, ben c'est un vote de pas de changement, là. La campagne du Parti libéral du Québec, aux prochaines, je vous le dis, là, ça va être le moins de changements possible, de la crème à glace pour tout le monde, puis la peur du référendum. Ça va être ça, la campagne. Mais les gens autour de moi, là, je vous le dis, là, moi, je suis très social, je sors beaucoup, là, puis c'est à peu près le même discours. Tout le monde se sent orphelin. Duhem est entouré de conspiciens. En tout cas, ça marche pas. La séparation du Québec, on veut pas ça. Les libéraux, c'est des fling-flang. Alors, on est comme orphelins. On sait même pas, dans 9 mois, qu'est-ce qu'on va aller faire au bureau de vote. On sait même pas. Je comprends. Beaucoup d'amis. Tant qu'on n'aura pas eu de campagne, honnêtement, le débat n'a pas eu lieu. Pour moi, c'est plus difficile de mettre de l'avant mes idées dans l'environnement où parce que j'ai été premier dans les sondages, je le suis toujours ce matin, mais avec une marge moins grande, mais ça fait quand même 2 ans que je suis premier dans les sondages. C'est une attaque par jour, soit d'un parti à Québec, puis ils ont tous du temps pour le Parti québécois, ou soit du régime fédéral. Moi, ça finit jamais. et une campagne électorale a le mérite, d'une part, au Québec, les Québécois font leur travail. C'est une vraie démocratie. Le monde écoute, il check le débat. Et également, ça donne un espace de proposition au lieu de se défendre sur est-ce que PSPP est soupe au lait, puis est-ce que PSPP va trop souvent au spa, puis des niaiseries de même. Là. C'est ça, là, la réalité. Je vous écoute Je suis content, merci d'être passé ce matin. Parce que c'était compliqué. L'entretien... Oui, mais ça s'est fait. L'important, c'est que ça se fasse. Plus je vous écoute, plus je réalise que vous êtes un idéaliste. Je pense que ça en prend en politique, mais je suis inquiet. Parce que la politique écrasent souvent les idéalistes et en font des cyniques comme moi. Puis en même temps, les idéalistes prennent les choses plus au sérieux peut-être que la moyenne des gens. C'est super intéressant. C'est quétaine, mais faites attention à votre idéalisme et c'est peut-être de là que vient le soupe au lait aussi. Là. C'est difficile de prendre ces idéaux. C'est de là que ça vient. Non, mais vous l'avez, vous êtes direct dessus. C'est ça le piton. Le piton, c'est que mes proches me décriraient jamais comme soupe au lait. Ceux qui me connaissent savent que l'idéalisme dont vous parlez fait que des fois, je suis déçu. Puis c'est cette déception-là envers des attentes qui sont élevées puis qui visent à essayer de monter vers le haut, le niveau. Quand on aime, on réagit avec passion. C'est vrai. Tu sais, c'est ça. Mais pour revenir à ce cynisme versus cet idéalisme, le cynisme, c'est de refuser de se confronter à la réalité dans son idéalisme. C'est trop facile, le cynisme. Ça veut dire que tu sais que l'idéal, supposons,
l'indépendance du Québec, tu sais que l'idéal, c'est ça, puis que ça doit se faire si tu veux donner une pérennité à ton peuple, à ta nation. Mais voyant que les sondages, puis les adversaires, puis tout, tu tires la plug, puis tu dis, hey, moi, pour le reste de mes jours, je vais être cynique sur le fait que ça marche pas. Le courage, dans l'idéalisme, c'est de se confronter à la réalité, puis d'y aller jusqu'au bout avec tout ce que ça implique de risques, puis de positifs, puis de... Déception. Puis je suis direct dedans. T'sais, en ce moment, là, vous me prenez au moment de ma carrière où j'ai décidé, puis les gens ont compris ça, je pense, à ce stade-ci, de confronter ce que je juge est une nécessité, mais qui est quand même sur une base d'idéal. C'est pas cynique, mon affaire. Non. Que le Québec devienne un pays dans des circonstances où je vais être obligé d'être confronté à une réalité qui frappe fort, qui me cogne. Et je reviens à ce que j'ai dit. Moi, je préfère donner ma vraie réponse que de me falsifier. Que de changer d'idée. Avec tout ce que ça implique comme conséquence potentielle. Et je ne sais pas ce qui va arriver après. Mais ça va être ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez le droit de dire, là, je sais que vous allez être en retard, fait que vous direz c'est de la faute à Dupont. Ça passe à peu près partout. Ah oui, c'est vrai, Ils sont habitués partout. C'est comme un certificat, genre. C'est ça, vous avez le droit. Merci des explications. Ce sera une prochaine. Et même si on n'est pas d'accord toujours, les explications sont claires et sincères. Ça, je le sens, puis vous pourriez pas arriver ici, en tout cas, puis me mentir en pleine face sur vos vrais intérêts et vos vraies idées. C'est très sincère, ça, je le dis aux gens. On refera cet exercice-là après l'élection générale. Ah oui? Ben oui. Parce que toutes les questions que vous posez, elles sont plus profondes que la politique. Mais tu sais, je reçois jamais de politiciens parce qu'un coup qu'ils sont élus, ils me répondent plus. Non, moi, je pense que si on me donne la chance, je vais démontrer que quelques éléments qui proviennent de l'ère caquiste et libérale, on va faire différemment. Ça sera jamais parfait, mais je suis sûr que sur ce genre d'affaires-là, les gens vont se rendre compte qu'en fait, il y a une différence, comme l'évêque l'a déjà démontré à une époque lointaine. Merci beaucoup. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon était notre invité.